Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Vous êtes nombreux, effectivement, donc c'est plutôt sympa. Pour cette troisième soirée de l'IA, c'est déjà la troisième en termes d'événements, qui va porter essentiellement sur un thème qui est l'intelligence artificielle et l'hyper-personnalisation du marketing. Donc l'idée ce soir, c'est qu'à travers une table ronde notamment, on arrive à échanger avec des acteurs qui sont à la fois des marketeurs et des éditeurs dans le domaine sur cette thématique qui intéresse effectivement pas mal de monde aujourd'hui et pas mal de nos clients. Alors je vous disais tout à l'heure, c'est un événement du LabIA. On en organise plusieurs dans l'année comme ça, sur des thématiques qui sont en lien avec nos business units et nos filiales. Donc je vous présenterai en fin de parcours un peu les prochains événements. Mais voilà, ça s'inscrit dans un cycle d'événements qui, tout au long de l'année, vient ponctuer. Le rythme, c'est un événement à peu près tous les mois ou tous les 2 mois sur une thématique donnée et liant trait à nos practices métiers chez Axis. Voilà. Rapidement, pour faire un tour d'horizon, Julien, qui va m'assister ce soir pour présenter cette soirée de l'IA. Alors, Julien est directeur digital, marketing et commerce chez Axis. Donc, c'est effectivement lui qui va représenter un peu la voix des marketeurs, sachant que, pour ma part, je dirige le laboratoire d'intelligence artificielle d'Axis. Donc, vous aurez les deux volets, à la fois l'IA et puis l'autre côté, côté marketing, une vision et une approche un peu différente. Et puis, on a un certain nombre d'intervenants qui sont là ce soir. Adrien, donc, qui est le Chief Innovation Officer de Target to Sell et cofondateur avec François Sisserman, et qui, je dirais, est un acteur important dans le monde de l'hyper-personnalisation et de la recommandation de produits. Voilà. Jean-Philippe Cunier, que... on ne présente plus, si quand même, donc qui est formateur en big data, en marketing, en social selling B2B, et qui est conférencier, auteur. Tu es aussi entrepreneur, voilà. Et puis Yann Gourvenec, donc c'est pareil, on ne te présente plus Yann. Si, quand même, qui est le fondateur et le dirigeant, je dirais, de Visionary Marketing. Donc, effectivement, un blog important aussi dans le monde du marketing qui fait référence, voilà. Donc, oui, voilà. Et puis, ce soir, Ludovic Vanier, qui représente OnVoice, donc un autre acteur important dans le monde, je dirais, de l'hyper-personnalisation, avec une approche plutôt orientée predictive targeting. Donc, Ludovic nous en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà. Rapidement sur le programme, donc une phase d'introduction où avec Julien, on va essayer de décrypter un certain nombre de chiffres pour orienter un peu la discussion et la table ronde. La table ronde avec l'ensemble de nos acteurs où on va pouvoir partager sur un certain nombre de thématiques. Et puis, y entrer effectivement à l'hyper-personnalisation et à l'apport de l'IA par rapport à cette hyper-personnalisation du marketing. Et puis, une séance de questions-réponses où, naturellement, vous êtes nombreux, mais on va essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis, on terminera par un côté un peu sympa avec un petit cocktail de clôture. Voilà. Julien, je te laisse à la fois la petite zapette et puis le micro. Merci. Alors, bonsoir. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait quand même vous présenter en quelques instants Axis Consultant. Si certains d'entre vous nous connaissent ici, peut-être que d'autres nous découvrent à l'occasion de cet événement. Donc, en fait, nous sommes un cabinet de conseil en management. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans le cadrage et la mise en œuvre de leur transformation, qu'elle soit organisationnelle, digitale ou encore dans l'optimisation des processus métiers. Et en fait, notre offre est organisée en 5 business units. Donc, on a 3 business units métiers, donc achat, finance, digital marketing commerce, dont je fais partie. Et on a également donc 2 BU transverses. Une BU data qui va travailler sur la valorisation des données pour, identifier des leviers business et serviciels. Et la BU Act qui s'occupe du change et en fait qui va essayer de déployer ces transformations pour qu'elles soient opérationnelles et opérantes.
Axis, c'est aussi un groupe. On a 4 filiales, donc 2 filiales en France, Axis Odyssée, qui en fait regroupe nos expertises autour du travel management. On a également Neosite, qui regroupe nos expertises autour de la solution SAP, et 2 filiales à l'étranger, Axis Asie, qui du coup travaille, elle, sur les problématiques de web analytics et de marketing digital, et Axbility, qui travaille autour de la fonction achat. Mais ce qui est important aussi, au-delà des entités, c'est qu'on on a 2 structures qui sont importantes dans notre démarche, je dirais, d'innovation continue et d'apprentissage. On a le Labia, donc dirigé par Jean-Luc, qui va nous aider, les différentes BU métiers, à créer de la valeur au travers de l'IA. Et on a également une université Axis qui s'occupe de former nos collaborateurs de manière continue. Alors voilà, après ce petit discours sur la société, on va rentrer dans le vif du sujet. Si j'y arrive ou pas. Non, c'est dans l'autre sens. Ouais, ok. Je suis à l'envers, donc du coup, c'est pas évident. Donc, j'ai un miroir en face, c'est beaucoup plus simple, mais ça reste à l'envers quand même. Donc du coup, aujourd'hui, la personnalisation du marketing n'est plus un choix, mais c'est une réalité absolue. Je dirais à 2 titres, puisqu'en fait, à la fois pour les entreprises, elles ont un enjeu d'optimisation de leur investissement média pour personnaliser et être engageantes et impactantes, mais aussi du point de vue du client final, car lui, aujourd'hui, il ne veut plus être noyé dans la masse, il a vraiment envie d'avoir une communication personnalisée. Il nous le dit, puisqu'en fait, ils sont 66% de consommateurs à nous dire qu'ils sont davantage susceptibles d'acheter auprès d'entreprises qui personnalisent les expériences avec leurs clients. Ils souhaitent également être valorisés. Il y a donc la moitié des consommateurs qui souhaitent bénéficier d'une attention spécifique en tant que bon client. Et ils sont même prêts à aller plus loin, en fait, puisque ils sont 50% d'entre eux à affirmer à être prêts à utiliser des services de réapprovisionnement automatique. Alors c'est quoi ? Un exemple, par exemple Xerox aujourd'hui, si vous travaillez au service généraux, vous vous inscrivez sur une plateforme, vous rentrez vos données de consommation et automatiquement vous êtes réapprovisionné de vos tonnerres ou encore de vos cartouches d'encre. Alors si on a effectivement un consommateur qui est en attente de personnalisation, en revanche, ils sont quand même près de la moitié à se dire qu'ils craignent les nouveaux services, ces nouveaux services intelligents et qui en sachent un peu trop sur eux et sur leur famille. Et ils sont également 40% à trouver inquiétant que la technologie commence à interpréter correctement, je suis désolé, je suis obligé de lire, correctement leurs besoins à les identifier. Donc c'est quoi l'analyse de tout ça ? C'est qu'en fait, d'un côté, on a un client qui est en attente de personnalisation, mais de l'autre, il ne veut pas qu'on utilise sa donnée n'importe comment. Donc, il est en attente, je dirais, de personnalisation intelligente. Une personne intelligente, c'est quoi ? C'est typiquement Waze qui va vous dire à votre prochain rendez-vous, pars maintenant, parce que sinon tu vas être en retard. Donc, en temps réel, en fonction du trafic, il va vous dire, pars maintenant. Donc là, effectivement, il y a une vraie valeur d'usage. On crée de la valeur, ça a de l'intérêt pour le client. Donc, et l'hyper-personnalisation dans tout ça, en fait. Donc, en fait, l'hyper-personnalisation, c'est un peu une résultante qui est liée aux nouveaux besoins du marketing. On a un consommateur qui en attend de plus de perso, on a une omnicanalité qui est ultra présente et donc des nouveaux comportements qui en déduisent, et également, engendré par cette omnicanalité, on a des volumes de données ultra conséquents qu'on sait aujourd'hui maîtriser. Donc, on voit bien à quoi sert, comment est arrivée l'hyperpersonnalisation et quels besoins elle génère. Donc je pense que c'est le moment de se dire, tous autour de la table, c'est quoi l'hyperpersonnalisation ? Donc je vais vous faire une petite définition et après vous expliquer en quoi ça diffère de la personnalisation. Donc l'hyperpersonnalisation se définit par une forme poussée de personnalisation de contenu des offres, mais également de l'expérience vécue par le client, qui se doit d'être unique à l'échelle individuelle afin de proposer une solution sur mesure en temps réel. Adapté au contexte, et ça c'est important, du client, l'hyperperso s'appuie pour cela sur l'exploitation d'une multitude de données. Donc en fait, pour bien comprendre la différence entre la perso et l'hyperperso, c'est vraiment la notion de comportement et de temps réel en fait. On va être avec l'hyperperso capable de personnaliser un parcours, une offre, un contenu en fonction du comportement et cela en temps réel. Donc c'est vraiment les deux notions
qui sont importantes et qui diffèrent, qui mettent en œuvre l'hyperperso. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est grâce à la data science, c'est grâce à la technologie qu'on peut arriver à ce type d'hyperperso. C'est la mise en place d'algorithmes, d'essayer de se rapprocher des meilleurs algorithmes, de définir des modèles prédictifs. Et donc, c'est en ça qu'on dit qu'aujourd'hui, l'hyperpersonnalisation est possible grâce à l'IA. Donc là, je vais laisser la parole à Jean-Luc, qui va nous expliquer à la fois quels sont les domaines d'application, mais aussi comment ça marche. Merci beaucoup, merci Adrien. Alors, en 2 mots, effectivement, l'intelligence artificielle amène beaucoup effectivement, au domaine de l'hyperpersonnalisation, ne serait-ce que la partie machine learning, c'est-à-dire apprentissage automatique, puisqu'aujourd'hui, je dirais, tant dans le domaine du prédictif que sur la partie simulation, que sur la partie recommandation, puisque quand on fait de la recommandation quelque part, on intègre, je dirais, cette dimension prédictive. Donc, on est vraiment dans quelque part l'utilisation de l'IA au service du marketing. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Si on couple ça au champ effectivement du cognitif, de l'analyse comportementale, on amène énormément de choses aujourd'hui. Et cette capacité, je dirais, qu'a l'IA à pouvoir, par exemple, aller chercher dans une image des caractéristiques spécifiques comme une forme, comme une couleur, et d'être capable de dire tiens, tel consommateur, il a une appétence particulière à cette couleur ou à cette forme-là, ou à une caractéristique précise qu'on est capable de pouvoir, je dirais, aujourd'hui analyser et puis extraire. C'est quelque chose qui est une grosse valeur ajoutée par rapport aux outils qu'on avait ces dernières années et qui se trouvaient un peu limités. Alors, de par la puissance de calcul, d'un côté, et puis de par la capacité, je dirais, à pouvoir faire de l'apprentissage de masse, comme on est capable de le faire aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est des choses qui se sont mises en place, je dirais, au fil de l'eau. Toujours dans cette logique d'essayer de voir un peu quel est le ressenti des responsables marketing, un des points importants quand on parle d'hyperpersonnalisation pour les responsables marketing, c'est le ciblage de l'audience. Et le ciblage de l'audience, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il y a des notions d'investissement par rapport à ça. Nos CMO, ils investissent beaucoup, je dirais, d'un point de vue publicitaire, pour quelque part mieux cibler, je dirais, les consommateurs et leurs besoins, leurs goûts, leurs tendances. Et donc, quelque part, l'apport de l'IA dans ce domaine-là, qui est le ciblage de l'audience, ça représente une grosse attente pour ces CMO et pour, je dirais, les solutions que proposent aujourd'hui les éditeurs à ces responsables marketing, quelque part. Voilà. Donc là, il y a une vraie attente, et plus qu'une attente, on voit à travers le chiffre de cette étude issue d'une étude LinkedIn, Kantar, TNS, que effectivement, certains d'entre eux sont déjà passés à l'acte et qu'on a dépassé le cadre du POC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des solutions matures qui intègrent, je dirais, ces mécanismes-là, et c'est dans la panoplie du CMO de pouvoir les utiliser. L'autre volet, quand on parle effectivement d'hyperpersonnalisation, alors de personnalisation il y a quelques années, aujourd'hui avec les outils qu'on a à disposition, comme disait Julien, on est plus dans les problématiques de prise en compte du contexte, la problématique temps réel. Donc effectivement, on peut parler d'hyperpersonnalisation, et cette problématique d'hyperpersonnalisation, quand on la traite, je dirais, avec l'angle du marketeur, et non pas marketeur, c'est quelque chose de très important parce que ça peut servir à bien des choses. Jean-Philippe. Marketech, voilà, c'est très bien. Et effectivement, on voit que beaucoup de CMO aujourd'hui s'intéressent à l'hyperpersonnalisation, notamment à travers la recommandation de produits et la recommandation personnalisée. Donc ça, c'est aussi un autre grand vecteur, donc ciblage de l'audience, recommandation de produits, ce sont des grands domaines, là où effectivement l'IA a apporté pas mal, et où, je dirais aujourd'hui, on voit dans l'arsenal du CMO, je dirais, un certain nombre d'outils à disposition pour pouvoir mieux cibler l'audience, pour pouvoir proposer, je dirais, des produits ou des offres qui sont ciblés avec les attentes en fait de ces consommateurs. Donc on voit bien que effectivement il y a un apport fort de l'IA dans ce domaine. Je
vais y arriver. Tac, voilà. La question qu'on peut se poser est Axis dans tout ça. Donc Axis, on a un cabinet de conseil en management et transformation digitale. On accompagne nos clients effectivement sur un certain nombre de projets dans lesquels on voit de l'hyper-personnalisation, je dirais, poindre au bout du sujet. Hein. Généralement, quand on commence à discuter avec des CMO, bien souvent, ils nous parlent de solutions. On a un lab dans lequel on expérimente pas mal de choses, alors que ce soit dans des domaines comme l'analyse de patterns ou l'identification des intentions d'achat, la détermination des centres d'intérêt, le retour raisonné vers l'achat, voilà. Et puis, il y a un écosystème d'éditeurs. Alors, l'écosystème d'éditeurs, on s'est amusé à prendre une vue que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Hein. En quelques années, je dirais, on est passé entre 2011 et 2019 de 150 à plus de 7000 acteurs dans le domaine des martech. Donc, quand on est CMO et qu'on veut déployer un projet d'hyper-personnalisation, alors que ça soit pour du ciblage de l'audience ou de la recommandation de produits, voilà, on a la dernière carto là, et puis on se dit, oula, qui c'est que je vais contacter ? Il y a plein de briques. À un moment donné, on se gratte un peu la tête et c'est pas simple. Hein. Alors, moi, j'ai fait une démarche un peu différente. J'ai contacté Olivier Ezrati. Alors, certains le connaissent peut-être. C'est un auteur, un conférencier et je dirais quelqu'un qui représente un peu, je dirais, une voix d'expert dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je lui ai posé la question en disant, est-ce que tu peux me résumer en gros le marché français avec quelques acteurs significatifs ? Alors heureusement, il y a Target to Sell et Envoice dans la réponse d'Olivier. Mais il n'y a pas que, il y a d'autres acteurs qui touchent vraiment tous les domaines du marketing. Donc on voit bien que sur la partie marketing automation, on voit bien que sur la partie contenu également, il y a pas mal de choses qui remontent. Donc si on voulait résumer l'écosystème français, finalement, il est quand même assez réduit. Donc il y a une grosse carto, mais quand on parle d'hyper-perso, à travers des offres qui touchent les CMO, on voit bien que finalement ça se resserre et qu'il n'y a que quelques players aujourd'hui sur le marché français qui sont capables de fournir ces solutions-là. Alors, Julien, c'est peut-être le moment d'interroger, je dirais, nos intervenants. Je te passe la parole. Voilà, donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet, pardon. On a vu un peu quels étaient les domaines d'application, à quoi ça servait, mais ce qui me paraissait intéressant de voir et de voir avec toi, Adrien, en fait, c'était de se dire quels sont les secteurs aujourd'hui qui utilisent l'hyperpersonnalisation. Bonjour. Nous, on travaille beaucoup avec tout ce qui est retailer, les marques qui ont du on et off. Donc c'est notre domaine d'application. Après, il y a sûrement plus de domaines d'application. Après, souvent, l'hyper-personnalisation, ça veut dire client. Donc il faut avoir des clients B2B, B2C. Voilà, le B2B aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà les domaines dans lesquels on travaille. Et encore une fois, il faut avoir du client final. Donc c'est toutes les marques que vous voyez quand vous passez dans la rue. Voilà, ça c'est les clients qui sont appétents à ce genre de techno. Tout, finalement, dès qu'on vend du produit à un client, que ça soit du voyage ou voilà, toutes les marques que vous voyez dans la rue et qui ont une digitalisation, et maintenant toutes les marques ont une forme de digitalisation, sont appétentes à ça, tous les services, voilà, restauration. Ça nécessite un certain volume de données quand même pour travailler. Oui, après, il y a, comme on l'a dit, il y a aussi des traitements d'images. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a forcément il y a un certain volume de données. Après, même dans des données un peu avec moins de données, on peut quand même déjà faire aussi des choses d'automatisation, je veux dire, de machine learning, avec moins de données. Mais c'est vrai, plus on a de données, plus on a de produits, plus on a de clients et plus le problème devient complexe, quoi. C'est un peu une matrix comme ça. Justement, en fait, sur la personnalisation, aujourd'hui, les entreprises se demandent jusqu'où elles doivent aller. Est-ce que je dois personnaliser à outrance ou est-ce que je dois rester à un certain niveau ? Parce qu'à un moment donné, on est quand même dans l'intrusion et on ne sait pas jusqu'où aujourd'hui le client veut aller. Donc en fait, Yann, ça, toi, c'est un sujet que tu as abordé avec certaines grandes entreprises. Donc est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ? Moi, je reviendrai sur la liste Scott Brinker, là, qui est
à 7000 fournisseurs. Hein, 7000 fournisseurs, ça veut dire 4 de plus ce matin. Oui, ouais. Ouais. Et il en manque. Il manque des fournisseurs majeurs de DMP. Dedans, j'en ai repéré. Il y en avait un notamment pour lequel je travaillais. Et je dirais, si j'avais envie de me mettre à la place du directeur marketing, j'ai été de l'autre côté de la barrière pendant de nombreuses années, et j'imagine celui qui n'est pas complètement au fait des technologies et qui regarde ce truc-là, et là, on sent la panique qui monte. Il y a un phénomène quand même qui est important sur le marketing et sur le marketing et la data. Hein, c'est qu'il y a une pression terrible sur les marketeurs. Ils ont une durée de vie qui est assez limitée. Je crois la moyenne, c'est 2 ans et demi. Ils sont... oui, c'est la moyenne. Une durée de vie, désolé, hein, c'est comme ça. C'est un peu moins aux États-Unis qu'en France. Ils ont un peu plus la peau dure en France. Voilà. Il y a un rapport de Forrester qui est très intéressant, qui est sorti l'année dernière là-dessus. Et en prime, ce qu'apprenait Thomas Husson sur ce dossier-là, c'est qu'en plus, on ne leur demande pas trop leur avis sur la transformation digitale. Donc, ils ont une certaine pression. On les attend. En même temps, ils ont très peu de temps pour réaliser quelque chose et marquer. Il faut avoir des résultats rapidement. Sur des sujets qui sont très complexes. Alors, l'hyper-personnalisation, c'en est un. Là, on parle d'hyper-personnalisation sur le e-commerce. À la limite, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple parce que c'est quand même un environnement qui est relativement sain. Mais si on met sain de cindre... mais si on fait de l'omnicanalité, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors là, on sort un autre chiffre. Et le chiffre, c'est un chiffre américain et ça date de 2018. Donc il est probablement faux, ce chiffre, mais on va dire que c'est une indication. 14% des entreprises qui ont été interviewées, je crois que c'était Gartner, se considéraient comme capables de réaliser une vue unique du client. Oui. Ça commence par là. Et les données qui vont avec, qui sont d'ailleurs la plupart du temps pas propres, hein, vous avez tous vécu ça, hein, vous appelez le call center et on vous demande où vous habitez, ou on vous sort une mauvaise adresse, ou le numéro de téléphone est faux, etc. Donc il y a une pression sur le directeur marketing, il y a une complexité qui est impossible à gérer, et il a très peu de temps pour réaliser. Donc ça demande véritablement un travail de fond, non, parce qu'en fait, il y a une pression aussi sociale. Si j'ai animé pas mal de conférences il y a 4-5 ans, c'était très à la mode, ça revenait pendant au moins 3 ans, c'était la conférence du JDNet sur la DMP. Donc en fait, pas grand monde dans la salle comprenait ce que ça voulait dire, mais ils savaient qu'il fallait qu'ils apprennent la donnée, et là, on sentait la panique qui montait aussi. Il y a une pression sociale. Si on n'est pas dans la data, on n'est pas dans le coup. On sent que le directeur marketing, il a besoin de se recycler. Il rame déjà pas mal. Le digital, moi j'en fais depuis 25 ans, je vois effectivement, il y a une montée en charge de la compétence. Mais enfin, il y a encore du boulot. C'est un euphémisme. Ouais, c'est un euphémisme. Et là, on essaye de leur faire des choses qui sont hyper compliquées. L'hyper-personnalisation, c'est pas de la personnalisation. Hein ? Le marketing devient technologique. Et je pense que c'est vrai aussi, mais ça veut dire qu'un marketeur moderne doit comprendre la technologie. Et quelqu'un qui vient de la techno, qui comprenne la technologie, on peut comprendre. Quelqu'un qui vient du marketing, qu'il comprenne la techno, ça devient des sujets durs. Merci, ça devient un nouveau métier. Et en fait, Scott Brinker a très bien analysé ça. Donc Scott Brinker, c'est le site chief martech.com. C'est maintenant le vice-président de l'innovation chez HubSpot CRM. Et il a très bien analysé ça. Il y a un post récemment où il dit voilà, il n'y a plus un métier marketeur, martech, appelons ça comme on veut. Mais il a justement fait un diagramme avec 4 métiers différents. En disant, il y a le marketeur MarketOps, celui qui sait développer. Il y a vraiment une foule de nouveaux métiers. Et ce manque de compétences est absolument criant. Oui, on était à la préhistoire de la data. Il fallait mettre de l'ordre dans les données. Oui, ça sert à qualifier une audience, mais ensuite, le problème, c'est que... On dit les clients veulent de l'hyper-personnalisation. Non, ils veulent qu'on les aide, ils veulent de la valeur, ils veulent des choses utiles. Si vous m'envoyez la 28e, si vous me ciblez comme étant quelqu'un qui achète des poires et que vous m'envoyez la 37e publicité pour des poires de la journée, c'est bon, je connais les poires. Alors ensuite, si vous me dites, si vous aimez les poires, vous aimerez les pommes,
Ok, super. Il y a une forte probabilité que, effectivement, si j'achète des poires, j'achète des pommes. Mais en fait, zéro utilité pour moi. Donc, hyper personnalisé pour me vendre des pommes. Bon. Par contre, la valeur pour le client, et ça, on l'oublie souvent, c'est lui faire découvrir quelque chose. Donc, lui dire, si vous aimez les poires, vous aimerez le fruit du dragon asiatique. Ça existe. C'est un fruit qui a un goût peut-être proche des poires. Si vous aimez les poires, il y a une vraie chance que vous aimiez ça. Et pour vous, c'est une découverte. Le gars va peut-être pas cliquer dessus, mais en tout cas, la pomme ou la poire, c'était pas une grande valeur pour lui. Mais voilà, c'est créer de la valeur pour l'autre en lui amenant, en lui permettant de découvrir quelque chose. Oui, aussi, souvent, ce qu'on dit avec nos clients, c'est comment utiliser l'hyper-perso pour scénariser. C'est-à-dire, mon message marketing, je le scénarise. J'ai un message marketing et derrière, j'utilise l'hyper-perso juste pour faire que ce message marketing soit plus fort. Et ça, c'est super important. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, toutes les sociétés sont, enfin, toutes les annonceurs ou autres sont obligés d'un peu de faire du sur-mesure pour les clients. Et voilà. Et nous, par exemple, ce qu'on est capable aujourd'hui de faire chez OnVoice, c'est de mettre au centre de notre quotidien cette personnalisation, avec une volonté de proposer finalement une expérience qui est personnalisée, qui est simple et qui est au cœur du coup de notre technologie. Pardon, excusez-moi. D'un côté, il y a les outils. Mais il y a un proverbe anglais qui dit « Fool with a tool is still a fool ». Hein. Si tu ne sais pas comment utiliser une perceuse, tu vas te faire un trou dans le bras. Donc, voilà. Donc, en fait, il y a l'outil, mais ce qui manque, c'est pas... Enfin, l'outil, super, formidable. Bon, les boîtes françaises ont peut-être un peu de mal à se faire financer, mais sinon, il y en a qui apparaissent et qui disparaissent dans la martech française. Mais, il y a des problèmes. Mais, donc, les outils, c'est bien, mais il y a l'outil, mais il y a la volonté du marketeur de créer de la valeur au-delà de juste marteler. La martech ne sert pas à marteler, elle sert à créer de la valeur. Je reviens sur ton histoire de poire et de pommes. Je vais prendre un autre exemple qui est souvent utilisé dans les exemples de personnalisation, c'est la musique en ligne. Puisque maintenant, c'est devenu quelque chose qui est mainstream, enfin, tout le monde utilise la musique en ligne, et tout le monde connaît les outils de personnalisation, de recommandation, qui sont, alors je sais pas, ça dépend des outils qu'on utilise. Moi, je suis chez Cobuzz, mais enfin, peu importe, ils sont tous à peu près pareils. Voilà, je suis mélomane. Et alors, en regardant cet outil-là et en l'utilisant, je me suis posé une vraie question. Parce que tu parles de personnalisation et tu parles de recommandation. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi en fait le véritable but de la personnalisation ? Je suis, mettons, un amateur de jazz. Et j'aime un certain type de musique, je sais pas, Michael Volny par exemple, puis on va me présenter plein de musiciens qui sont exactement pareils. Et en plus, ça ne veut pas dire d'ailleurs que je vais les aimer d'ailleurs, parce que même si ça se ressemble un peu, c'est pas forcément exactement ce que je veux. Alors que ce qui se passait dans le temps, finalement, quand on réfléchit, on allait dans le magasin de musique, il n'y avait pas d'automatisation, il n'y avait pas de produit, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, il y avait juste d'intelligence naturelle. Il y avait un gars qui sélectionnait des disques et qui nous faisait tenter des choses, nous faisait essayer des choses. Et en plus, ça nous coûtait 30 € à chaque fois qu'on le faisait. Et je me suis fait une réflexion, c'est qu'au moment où j'achetais des disques, eh bien, je découvrais plus de nouvelles musiques aujourd'hui avec des outils sophistiqués. Donc, quelque part, je pense qu'ils sont sous-utilisés, ils sont mal utilisés. D'ailleurs, il y a un Allemand qui a fait ça, un outil qui s'appelle GNOD, c'est imprononçable, G-N-O-D, et qui permet justement, à partir des goûts qu'on a, de trouver, de suggérer des nouveaux trucs. C'est pas mal fichu. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que dans ces outils, on ne nous propose pas ça. On ne nous demande pas d'entraîner la machine à dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et raffiner. Il y a encore un gros travail à faire, je pense. Et puis si tu parles de la musique, tu as une boucle, je sais pas, je pense pas qu'elle soit vertueuse, c'est que les Spotify, Deezer et autres, ou Cobuzz, vont analyser exactement ce qu'on aime, et ensuite vont dire aux majors, voilà ce qu'on aime, vont dire aux artistes, voilà ce qu'on aime, et on va dire aux artistes, si vous voulez qu'on vous vende, voilà ce qu'il faut produire. Donc il faut produire quoi ? Des clones de ce qui existe déjà, c'est difficile. Donc voilà, où est-ce... ne pas s'enfermer dans une bulle de filtre, quoi, dans une bulle de similarité.
Faut-il faire de la personnalisation pour revendre la même chose? Voilà, et puis en plus, ça change. Alors, quand tu achetais un vrai disque, tu as raison, tu dépensais de l'argent, tu mouillais ta chemise, enfin, tu prenais un risque. Et tu l'écoutais, donc tu le zappais pas, alors que là on le zappe au bout de 2 secondes. Donc ça change aussi, je parlais à des musiciens sur des algos de reco, ça change aussi un truc chez les musiciens, c'est qu'ils ils sont tentés pour des questions financières, parce qu'on zappe très vite, de faire beaucoup plus de musique, beaucoup plus courte, avec le début qui soit beaucoup plus créatif, de manière, ou formaté d'ailleurs, de manière à ce qu'on accroche dès le début, et si on n'accroche pas dès le début, voilà. Donc ça change la longueur des musiques, ça change l'organisation des chansons. On ne peut plus avoir un truc qui ça reformate la musique. Moi, effectivement, sur le débat, là, on parlait un petit peu de la DMP. Je pense que c'est assez symptomatique pour les marketeurs, puisqu'on a parlé de la DMP il y a quelques années. Après, on a eu la CDP. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le marketeur, c'est pas juste des buzzwords. En fait, lui, derrière, il y a des centaines de K € d'investissement. Il y a des équipes à embaucher. Il y a une gouvernance à créer, puisqu'en fait, nos clients, ils sont encore en silo. Hein. Ils ont directeur marketing, il a un responsable CRM, il a un responsable média, il a un responsable web, et il dit à qui je donne la DMP ou la CDP. Donc nous, en tout cas, par rapport à tout ça, en fait, il n'y a pas de solution miracle, hein, concrètement. Ça dépend de votre secteur, ça dépend du volume de données que vous avez, de vos audiences, puisqu'en fait, rapidement, une différence entre CDP et CMP, toutes les deux, elles centralisent la donnée, mais en fait, la CDP, elle, va être plus sur la donnée first party, avec le CRM qui est directement onboardé. Donc moi, ce que je conseille en fait à mes clients, vu que le sujet est assez complexe, c'est de démarrer étape par étape et déjà en fait de se concentrer sur la donnée first party, quoi, puisque la donnée first party, c'est la donnée de ses clients, c'est une donnée qui est pérenne et on sait déjà qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire avec sa donnée pour après effectivement aller sur de l'hyper perso, mais à minima essayer déjà de réussir et de délivrer une expérience concluante pour ses clients, ses prospects. Donc voilà, donc moi c'est vraiment un petit peu mon conseil d'y aller étape par étape et plutôt first party. Peut-être sur justement cette capacité à choisir et à sélectionner par les bons outils. Voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire à un moment donné, on a du mal à cerner quel est le périmètre d'un outil par rapport à un autre. Voilà. Comment, je dirais Yann, Jean-Philippe, vous voyez les choses à votre niveau, vous qui avez un peu de retour d'expérience par rapport à ça? Alors j'ai pensé à tout, j'ai écrit, c'est disponible en ligne, dans Survey Magazine, et ça s'appelle « Les conseils de survie dans la jungle technologique du marketing ». Voilà, donc il y a quelques conseils, je me suis mis dans la peau d'un marketeur qui n'est pas un full stack marketeur, qui n'est pas la personne qui connaît la techno, qui vend sur le terrain et qui fait tout du sol au plafond. Donc le premier conseil que je leur donne, c'est si vous êtes perdu, hein, ne paniquez pas, vous n'êtes pas seul. Et petite anecdote, je travaillais pour un éditeur dans la DMP il y a à peu près 1 an et demi. Il y a eu effectivement un changement de vocabulaire, un glissement sémantique. Et peut-être pas que sémantique, parce qu'effectivement, il y a des choses technologiques derrière. Enfin, elles se sont mises en place au fur et à mesure. Bon, c'était pas très clair. On est effectivement passé de la Data Management Platform, la plateforme de gestion des données, à Customer Data Platform. Tout a changé. Le vocabulaire a changé entièrement. Et donc, mon client, qui faisait de la DMP, s'est trouvé à faire de la CDP le lendemain d'avoir lancé la DMP. Il a changé, donc on a changé l'étiquette et on a fait une série de vidéos pour expliquer ce que c'était la CDP. Parce que moi, j'étais premier intéressé, puisque j'allais faire le contenu, il fallait que je comprenne ce que c'était la CDP. Je venais de découvrir, je me dis, ça doit être vachement bien. Donc, on interviewe le patron américain de service qui vient présenter le sujet et on le filme. Et là, en fait, j'ai compris qu'il ne savait pas trop bien ce que c'était non plus. Donc, c'est peut-être un peu une boutade, mais en fait, pas vraiment, je crois. Tous les marketeurs sont un peu paumés. Et comme j'ai dit, le marketeur sous pression, qui en a pour 2 ans et demi, qui va dépenser ses 150 ou 200 000 euros, et qui sait que derrière, il va être jugé sur le résultat, il doit prendre du recul par rapport à ça, et du recul par rapport à tous ces acronymes et tous ces machins-là.
ne pas s'affoler. Si on ne comprend pas, ça veut dire que ça ne veut pas dire grand-chose et ce n'est pas très très grave. Tu as parlé de l'importance des first party data. Oui, en fait, on va revenir aux fondamentaux. Quelle est la qualité de ma donnée? Quelles sont les qualités des données de mes clients? Quand il appelle, est-ce que j'ai bien sa bonne adresse? Ça a l'air d'être des choses idiotes, mais qui sont, s'il faut mettre 100 000 €, c'est peut-être là-dessus, pour aller nettoyer les données, parce que sinon, on ne pourra pas faire d'hyper-personnalisation, on va faire de l'hyper n'importe quoi. Donc la donnée, oui, mais la donnée, c'est le truc qui embête tout le monde, parce que c'est laborieux, c'est répétitif, et ça ne finit jamais. C'est le tonneau des Danaïdes. Vous avez changé la donnée, 30% d'une base de données change au moins sur un champ tous les ans. Et encore, ça c'était en B2B, alors je ne sais même pas en B2C, ça doit être pire que ça. Donc, vous voyez, c'est un gros travail. Mais si vous ne verrouillez pas ça, vous êtes à l'ouest. Alors, j'ai plein de conseils, vous pourrez lire l'article. Il y en a un autre que je vous conseille, c'est de ne pas devenir des experts. Ça ne sert à rien. De toute façon, je vais vous mettre à l'aise tout de suite, ça n'existe pas un expert du digital. S'il y a quelqu'un qui vient vous voir et dit « je suis un expert du digital », c'est un faussaire. Il n'existe pas. Il y a tellement de compartiments que c'est impossible de tout connaître. Donc le directeur marketing non plus ne peut pas tout connaître. Donc il doit prendre du recul, se déstresser. D'accord ? S'il pense qu'il va dépenser 150 000 € en tirant un coup de feu dans le noir, il ne faut pas le faire. Et il faut prendre un peu de recul par rapport à ça et essayer de décoder les technologies, non pas parce qu'elles ont dans le moteur. Si on vous explique des trucs compliqués que vous ne comprenez pas non plus, vous oubliez. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un loup, c'est qu'on utilise du vocabulaire pour cacher des choses. Et il faut rester très, très, très bon sens, orienté sur le bon sens. Encore une fois, on a 2 ans et demi pour réaliser quelque chose. Donc il faut gérer son temps intelligemment et montrer des résultats. Je dis 2 ans et demi, c'est très faux. En fait, on a 6 mois quand on rentre dans un poste pour démontrer quelque chose. Au-delà de 6 mois, après, on ne change plus les choses. Donc il faut faire des choses simples, voilà, avec des technologies éprouvées et bien verrouiller ces données. Ouais. Merci. Oui, en fait, tu as raison, faut déstresser. Je suis complètement d'accord avec toi, Yann. Faut déstresser le marketeur et puis faut essayer d'avoir des victoires rapides puisqu'on a 2 ans et demi. Et pour essayer quand on se déstresse et qu'on essaie d'avoir des victoires rapides, et puis il faut ranger sa chambre. Il faut dire à tous les enfants dans votre entreprise, vous avez des données, rangez votre chambre. C'est ce qu'Amazon a extrêmement bien dit, c'est ce que Jeff Bezos a extrêmement bien dit il y a plus de 10 ans à tout le monde, en envoyant cet email historique en disant vous avez 6 mois pour écrire une API dans le langage que vous voulez. Des développeurs sont à votre disposition pour ça. Une API, c'est-à-dire une interface qui va permettre de partager des données que vous partagez d'habitude par email ou par téléphone, par email ou par clé USB ou par ce que vous voulez au sein de votre propre département. Et il faut que ces données puissent circuler de n'importe qui à n'importe qui au sein d'Amazon, sauf restrictions, confidentialité ou autre. Mais il faut que le magasinier puisse avoir accès aux chiffres des expéditions s'il en a envie. De la même manière qu'avec le même outil, avec la même API, avec la même chose que vous allez mettre en place, même chose que ce que vous allez utiliser au sein de votre département. Donc votre département, il faut à l'extérieur avoir la même flexibilité, la même simplicité d'accès aux données. Comme ça, tout le monde au sein de l'entreprise aura accès aux données. Ça obligera tout le monde à ranger vos données. Si vous ne faites pas ça d'ici 6 mois, vous êtes viré. Voilà. Et là, il y avait des API, la donnée circulait, etc. C'était formidable. Rapidement sur les outils Martech, on n'a que 2 ans et demi quand on est en poste, il faut des victoires rapides. Et en fait, il y a des outils. En fait, moi, j'aime bien classer les outils différemment. Il y a les outils les plus utilisés. Donc, j'avais listé les outils les plus utilisés. Parmi les 160, il y avait une survey sur 160 sociétés américaines qui étaient les 10 outils les plus utilisés. On les a présentés aussi à MIT. Et c'est utile d'avoir cette liste-là. Et puis, il y a des outils qui sont très complexes à installer. SAP ou ce qu'on veut, ou de l'IA, des choses complexes. Et puis, il y a des victoires rapides. Par exemple, si je veux connaître mes clients, est-ce que je sais qui sont les visiteurs de mon site web ? Et pour ça, en 10 minutes, 2 lignes de code HTML que vous copiez dans votre page web, et GetQuanti par exemple, et hop, vous savez qui sont les visiteurs anonymes de votre site web. Donc, il y a des victoires rapides. Donc, moi, je serais plutôt à dire, si j'ai 2 ans et demi, quelles sont les victoires rapides ? Quels sont les outils ? Il y a des outils low cost, des outils très low cost. Et puis il y a un autre truc, c'est IBM qui m'a dit ça, Sandrine Jezekel d'IBM, qui m'a dit, c'était très, très futé, elle me dit, enfin c'est très futé, quand on le dit ça te semble évident, mais elle dit, il faut savoir quel est le coût pour installer un outil, c'est parfois complexe et coûteux.
mais des fois, le désinstaller, c'est 10 fois plus coûteux. Parce qu'une fois que je l'ai mis partout, c'est impossible à désinstaller. Et donc, si on veut rapidement essayer d'avoir des victoires rapides, et puis c'est les victoires rapides qui vont inciter ensuite l'entreprise, qui vont permettre d'engager l'entreprise sur le chemin de la suite. C'est-à-dire, parce qu'on a eu ces victoires rapides, on va pouvoir faire un truc plus complexe. Donc, il faut regarder la désinstabilité, la facilité de désinstaller des choses, de manière à pouvoir être dans une démarche agile, une démarche de start-up, une démarche je teste, j'apprends, et puis je vois ce qui se passe. Oui, je voulais juste en fait, quand même vous rassurer, parce que là on dresse un bilan assez noir c'est compliqué et tout ça, mais bon, on y arrive quand même. Hein. Donc, comme je disais, il faut y aller petit à petit, déjà voir effectivement ce qui se passe sur sa donnée first party. Et après, quand même, on se doit, en fait, puisqu'il y a 10 ans, on ne parlait pas d'IA, on se doit d'adresser ces sujets-là. Donc, on se doit d'aller sur de l'expérimentation et on se doit de voir plus loin. Et donc, à ce sujet, quel est, d'après toi, où est-ce qu'on peut aller avec l'IA en marketing, toi, Jean-Luc, pour nous donner encore un petit peu d'espoir quand même Oui. Et puis, oui, vous déstressez, c'est bon. Non, c'est vrai que l'IA amène pas mal de choses aujourd'hui. Alors, c'est comme toute chose. Hein. Je dirais qu'il faut savoir raison garder. Mais il y a des domaines où, effectivement, on parlait du prédictif tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui complètement ancré. Hein. Dans beaucoup de solutions Martech, on a cette dimension-là. Il y a aussi une dimension qui est importante aujourd'hui quand on parle d'IA et quand on parle de solutions marketing. C'est effectivement cette capacité qu'a l'IA à pouvoir explorer des champs liés au traitement de l'image, liés au traitement de la voix, liés, je dirais, à la manière dont on va fonctionner en interaction avec, je dirais, un consommateur à travers un canal donné. Ça, il y a quelques années, c'était complexe. Aujourd'hui, on a vraiment des outils pour pouvoir créer les mécanismes d'interaction et se rassurer ou s'assurer qu'effectivement, ce qu'on va proposer, c'est pas la xème déclinaison du produit qu'on a aimé, qu'on a acheté, je dirais, à un moment donné, et on nous repropose une variante reconditionnée de ce produit-là. Non, voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Et l'IA peut vraiment nous aider à ça aujourd'hui. On a des moyens pour pouvoir créer ces mécanismes d'interaction, pour déterminer quel est le bon moment pour intervenir, parce qu'on parle souvent aussi de ce fameux bon moment. Et là, je vais me tourner plutôt vers effectivement nos éditeurs. Ça, c'est quelque chose qui est important, notamment peut-être Adrien, là-dessus, dans la recommandation. En tout cas, c'est quelque chose d'important aussi. Hein. C'est pas seulement que la recommandation, c'est aussi parfois l'interaction pour essayer de préciser les choses, de savoir dans quel état d'esprit est notre consommateur à l'instant T quand il est sur un canal digital, par exemple. Essayer de recueillir de l'information complémentaire qui va nous permettre de pouvoir pousser quelque part la bonne information au bon moment ou le bon produit. Oui, complètement. Après, je vais donner des exemples en fait pour être complètement précis. Je pense que oui, il y a déjà, on parle souvent d'IA comme si c'était une intelligence artificielle universelle. Il y a plein d'IA. Dans le machine learning, il y a plein de domaines, traitement d'image, traitement de la voix. Voilà, à chaque fois, finalement, chacune de ces technologies répond à un besoin spécifique sur un canal et un moment choisi. Donc, il y a des choses simples. Je suis chez quelqu'un. Un B2B, je cherche un produit, une perceuse, je l'avais acheté il y a 2 ans, je veux retrouver le même produit, j'arrive, je clique sur le lien, j'arrive, il n'y a rien, ce produit n'est plus disponible. Voilà, utiliser quelque chose où sémantiquement on va retrouver exactement le même produit à ce moment-là, voilà, c'est complètement pertinent. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec la scénarisation, c'est finalement de trouver la bonne IA, je vais dire, à mettre en face du bon use case. Je suis à un moment, j'essaye de découvrir des nouveaux produits, je ne sais pas trop, j'essaye d'être inspiré. À ce moment-là, on met un mécanisme d'IA qui correspond à ce besoin-là en face. Donc c'est vraiment ça que j'appelle scénarisation, c'est comment finalement je comprends le contexte. Alors on peut avoir plein de contextes avec qui je suis et ainsi de suite, mais au moins le contexte déjà de où je suis et qu'est-ce que je suis en train de faire. Et là, je viens passer la bonne IA en face de ça. 2 ans après l'achat d'une perceuse, il faut lui proposer des mèches. Ça peut être...
On parle beaucoup en ce moment de la problématique des cookies et de leur disparition. Peut-être un mot, Ludovic, sur ces aspects, parce que qu'est-ce que ça change, notamment pour je dirais un acteur du predictive targeting comme OnVoice aujourd'hui, et comment vous voyez, je dirais, un peu l'avenir de l'expérience client. Ça fait 2 questions en une. Oui, non, mais effectivement, vous soulevez un petit peu ce que Google a pu faire avec les cookies, ou aussi les mesures que la CNIL peut avoir en ce moment. C'est des mesures qui, pour nous, en tout cas chez OnVoice, notre ressenti, c'est que ça ne va pas forcément dans notre sens, hein, très clairement. Ça, c'est un fait. Et en gros, on est en train de se dire que si on nous limite l'exploitation des données personnelles, en gros, nous aujourd'hui dans le predictive targeting, on sera moins enclin à donner une personnalisation efficace. Voilà ce qu'on pense. On pense qu'on est en train de retourner plus ou moins dans ce qu'on faisait avant, dans le passé, avec un web qui est plutôt sur du volume que sur de la qualité que nous on essaye de faire depuis qu'on a lancé le predictive targeting chez nous. C'est clair. Yann, un complément ? Alors, oui, je comprends, ça doit pas être facile à gérer pour le côté éditeur. En gros, Google a innové. Ils ont copié ce que fait Apple depuis 2 ans avec Safari 11. On en est à la version 13, donc il s'est passé pas mal de choses. Alors c'est sûr, ça correspond à un volume d'utilisateurs beaucoup plus faible, donc ça c'est moins vu, mais ça a quand même fait pas mal couiner. Ça a fait couiner d'ailleurs notamment Criteo, je crois, si mes souvenirs sont bons, hein, qui a plongé. Enfin, c'est peut-être pas seulement à cause de ça, mais enfin bon, donc c'est sûr qu'il y a un impact non négligeable pour les éditeurs. Moi, ma vue, elle est un peu biaisée. Je pense qu'il faut... Moi, je suis un partisan depuis toujours du marketing par la permission. Ça encore, c'est une grande innovation, hein, Permission Marketing, 1999, Seth Godin. Si vous vous souvenez plus, vous pouvez le retrouver gratuitement en ligne. Il est directement sur Internet. Demander la permission à son utilisateur, c'est, je dirais, imbattable, parce que on obtient des résultats alors, qui sont bien meilleurs en termes de taux de clic, de taux de lecture, c'est stratosphérique, quoi. On multiplie par 10, quoi. Enfin, c'est énorme. Forcément, les gens reçoivent l'information qu'ils ont demandée. Alors, ce volume dont tu parles, effectivement, il y a un travail à faire pour le marketeur. Alors, c'est sûr, c'est difficile parce qu'il faut travailler plus pour qualifier ce volume et obtenir la permission de l'utilisateur. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut peut-être aussi travailler de votre côté. Je sais pas. Adrien, vous êtes Ouais. moins touché. Ouais, je pense qu'il y a besoin d'une petite... je ne sais pas si tout le monde est au courant des nouvelles sorties de Google et tout ça, donc il faut une petite précision, c'est que ce que ça va toucher, c'est ce qu'on appelle le third party, donc c'est-à-dire c'est pas la data que vous avez dans votre entreprise, c'est pas la data que vous collectez vous-même sur vos clients, vous savez toujours qui achète, quoi, les interactions qu'ils ont, votre CRM, tout ça, toute la first party data, tout ça, vous allez continuer à pouvoir l'avoir et à faire aussi de la personnalisation avec, donc ça ne touche que quand vous voulez exploiter de la donnée personnelle de vos clients en dehors de votre marque, quoi. Je rentre chez le boucher, il me connaît et c'est la même chose. Quand je suis chez moi, je peux savoir qui je suis. Donc je voulais juste préciser ça pour que ça soit clair pour tout le monde. Oui, mais il y a quand même, on parle du futur de l'expérience client, du partage de données, de l'autorisation, de permission marketing et autres. Il y a un truc qui est quand même incroyable. C'est d'un côté, vous avez SNCF, je prends un billet de train sur SNCF, j'aime voyager dans le sens de la marche. J'aime avoir le carré famille où on est 4. J'aime avoir le siège côté couloir. Et ça, c'est de la first party data. C'est SNCF qui collecte. Donc, j'ai acheté 170 billets sur ces dernières années. Et à chaque fois, je dois aller cocher les cases pour dire où je veux être assis. Juste à chaque fois. Donc, c'est juste ça, une question de culture d'entreprise, de dire est-ce que j'ai vraiment envie de comprendre et de personnaliser, de comprendre mon client. Donc ça, c'est quand même super important que la SNCF fasse pas ça. C'est un petit peu grave.
C'est un petit peu grave. Un autre point sur le partage de data, alors là où je reviens, c'est tu as raison, il faut demander la permission et ça marche 10 fois mieux. Et il y a un truc que peu de gens ont vu dans le RGPD, parce qu'on voit tous les inconvénients des pop-up, des cookies, des RGPD, de la durée de détention, de l'effacement, de la mise à disposition des données, du droit à l'oubli, de ceci, cela. Mais il y a quand même 2-3 trucs bien. Il y a un truc bien, c'est expliquer la finalité de ce qu'on fait. Donc si les marketeurs rentrent dans cette culture de mieux expliquer, je voudrais collecter telle donnée pour pouvoir vous faire ça, bah, si le consommateur voit que pour pouvoir vous faire ça, ça crée de la valeur pour lui, il dira pour pouvoir vous faire découvrir des fruits du dragon asiatique, eh pourquoi pas. Donc ça, c'est pas mal. Et puis il y a surtout un truc juridique qui est fou, j'en ai parlé à beaucoup d'avocats, c'est l'article 20.6, je crois, du RGPD, qui parle de la portabilité des données. Et alors ce truc, c'est l'arme de guerre phénoménale d'un point de vue marketing, c'est le premier truc à aller exploiter, c'est de dire que les consommateurs, la loi de base, si on la lit bêtement, simple, dans le texte, ça veut juste dire le consommateur a le droit de garder une copie de ses données et de l'emporter où il veut et de la donner à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on connaît dans les télécoms depuis toujours. Je fais la portabilité de mon numéro, je garde le même numéro, mais je passe de SFR à Bouygues. C'est dans la banque, c'est dans l'assurance depuis toujours. Là, ça arrive dans la data pour tous les services. Ça veut dire qu'on verra peut-être apparaître sur Spotify, tu parlais de musique, sur Qobuz, tu verras bientôt apparaître peut-être sur Spotify un bouton en disant si vous êtes sur Qobuz ou si vous êtes sur Deezer, cliquez sur ce bouton. Et puisque j'ai votre autorisation et que je vous ai expliqué ce qu'on fait, je vais aller récupérer toutes les données Qobuz de tous les historiques de musique. Et comme la haute fidélité est arrivée maintenant sur Deezer, tu vas pouvoir profiter de Deezer en haute fidélité et transférer. Et ça va garder tes 10 années de données collectées par ton premier fournisseur. Donc on va pouvoir passer. Donc quand verra-t-on arriver des boutons sur Deezer qui disent vous venez de Spotify, venez avec vos données de Spotify chez nous, partez de Spotify avec vos données, et quand est-ce qu'on verra sur Spotify des boutons partez de Deezer avec vos données. Donc ça, c'est la portabilité un peu plus futée, parce que tu expliques aux clients ce que tu peux faire, et ça s'appelle, Olivier Dion de la société OneCub s'occupe de ça, et il a baptisé ça la portabilité concurrentielle. Tu passes d'un concurrent à l'autre. Mais le truc qui est créateur de valeur de dingue et qui permet de faire un bond de géant dans la data et dans la collecte de données third party et dans la création de valeur pour le consommateur et dans le fait d'informer le consommateur, c'est de relire cette clause 20.6 et de se dire mais en fait, si je peux faire de la portabilité concurrentielle, je peux peut-être faire de la portabilité complémentaire, c'est-à-dire je vais chez Auchan et j'ai une grande distribution. Tes clients. Je suis chez Auchan, j'achète du salami, du poisson, du chou chinois et des tomates. Il se trouve que ensuite, quand on achète du poisson, c'est pas un produit surgelé, c'est pas un produit qu'on met au micro-ondes. J'achète du poisson, des tomates, du salami. J'aime cuisiner, je vais cuisiner un truc intéressant. Eh bien, si on dit aux consommateurs, si vous autorisez le partage de vos données, la portabilité de vos données de Auchan vers le service que vous allez utiliser après, qui n'est pas un concurrent d'Auchan, comme par exemple Marmiton. Vous rentrez chez vous, vous ramenez votre panier de cuisine, vous dites je vais cuisiner, vous appuyez sur Marmiton. Sur Marmiton, c'est comme Netflix, il y a 2 millions de recettes. Et on met 10 minutes à trouver la recette qu'on veut faire. Mais si on partage les données d'Auchan de ce qu'on a acheté, c'est-à-dire ce qu'on a dans le frigo et sans aucun effort, j'appuie sur Marmiton, il me dit voici 4 recettes que vous pouvez faire avec ce que vous venez d'acheter, avec du poisson, du chou chinois, de la tomate et du machin, et de la mortadelle. Et si vous voulez fouiller dans 2 millions de recettes et perdre 10 minutes, faites-le. Mais là, je crée de la valeur parce que je vous aide à trouver. Je vous fais une recommandation, c'est plutôt pas mal, et ça crée de la valeur. Et là, c'est des boîtes qui s'entraident. C'est-à-dire que Marmiton va récolter de la data de Auchan, ou alors je prends très rapidement, je prends ma voiture pour aller chez ma grand-mère qui vient de m'appeler parce qu'elle a envie de me voir. C'est un voyage qui n'est pas prévu, mais mon GPS partage avec Blablacar, et on me dit, si vous avez 10 minutes en plus, vous pouvez prendre quelqu'un, vous l'amener sur 900 mètres, et vous gagnez 2 €. Voulez-vous gagner de l'argent 100% ? Quand je demande aux gens qui utilisent Blablacar, la dernière fois qu'ils l'ont utilisé, c'était il y a 4 mois. Et c'est pour un grand trajet, ils ont dû y penser et le planifier. Là, vous ne planifiez plus rien et on vous met et on vous fait gagner de l'argent. En plus, vous rencontrez des gens. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas. Donc, ou si vous aimez la compagnie des gens sympas, pourquoi pas. Donc, des nouvelles formes de création de valeur. Et là, enfin, on parlerait du RGPD de manière joyeuse. On permettrait de transférer d'une boîte à l'autre de la data massivement. C'est donne-moi tout ce que tu as, mais pour une finalité précise, avec la permission du consommateur. Enfin, pardon, mais je ne sais pas comment on dit au poker, mais quinte flush, toutes les cases sont alignées, quoi, alignement des planètes.
Ça, ce serait pas mal. Donc, j'ai hâte que ça vienne. Donc on voit bien qu'il y a des possibilités, donc ça veut dire que quelque part, si on revient à notre thématique, l'hyper-personnalisation est loin d'être, je dirais, mise à mal par, je dirais, ces nouvelles annonces. Peut-être pour avoir un petit éclairage un peu particulier sur la manière dont on pilote ce genre de projet et quels sont les... Alors là, je vais plutôt me tourner vers les éditeurs. Quels sont, je dirais, les facteurs clés de succès pour vous ? Ludovic, peut-être, pour... ou Adrien, peu importe. Allez. Moi, en 2 mots, ce que je peux dire, c'est que d'expérience, en fait, on voit des grands comptes aujourd'hui qui se lancent dans des projets gigantesques pour aller personnaliser l'expérience des clients. Ce que je vois, c'est que ces projets, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, ça mobilise des ressources, des salariés, etc. Alors que moi, aujourd'hui, ce que je vois, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire chez nous, c'est d'y aller plutôt pas à pas, étape par étape, mettre brique après brique, de manière à pouvoir déjà en comprendre plus facilement les enjeux, et puis surtout en gagner en efficacité. Alors, c'est très important. Donc nous aujourd'hui on a une équipe de traders, mais en fait on met le suivi au cœur de nos campagnes. Donc chaque client en fait a un account manager qui s'occupe de A à Z à côté client. Nous c'est traffic manager ou responsable d'acquisition. Où on commence à discuter, où je fais une présentation, voilà. On va dire qu'on a un cycle de 2 mois. Ça dépend aussi un petit peu de la personne qu'on a en face. Est-ce que c'est quelqu'un qui est junior et qui cherche plutôt à découvrir, à benchmarker un petit peu ce qu'on fait, ou c'est quelqu'un qui a déjà fait du predictive targeting dans le passé, et là il essaye de comprendre un petit peu la différence que nous on peut apporter, et en fonction de ça on est plus sur des délais de 15 à 3 semaines. Et ça peut être hyper court, comme ça peut être hyper long. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de science exacte. Non, clairement pas. Aujourd'hui, nous, en fait, ce qu'on propose, on dit à notre client, à partir du moment où on a un go, on vient taguer le site du client de manière à pouvoir analyser, entre guillemets, ce qu'ils font, à prendre l'audience existante du client, la passer en base repoussoir, histoire de ne pas cibler ces personnes-là. Et donc, on commence l'analyse de cette audience. C'est une analyse qui va prendre environ 1 mois. Voilà. Et après, on peut lancer une campagne. Donc ça fait partie de ces victoires rapides. Tu peux installer facilement. Exactement. Voilà. Et ne prenez pas la tête, déstressez-vous. Exactement. Et on va encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on propose des campagnes dites tests, d'une durée de 2 à 4 mois, on va dire. Ça permet de se mettre autour d'une table au bout des 3 mois, de dire voilà, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? Si ça fonctionne pas, pourquoi? Et si ça fonctionne, on continue en fil rouge. Donc voilà. C'est exactement la même chose. Je pense qu'on a tous dit il faut des victoires plutôt rapides. Donc nous aussi, on est vraiment là-dedans, en 3 mois de test et ainsi de suite. Après, la question, c'était sur... je pense que c'est... aller pas à pas, voilà, je pense que tout le monde l'a dit, donc on est tous d'accord là-dessus. Après, la question, c'était sur quels sont les enjeux. Je pense qu'il y a d'autres enjeux aussi. C'est dans l'entreprise, il y a des enjeux de transformation, de compréhension, donc de comment les outils peuvent être transparents. L'IA, c'est pas tout le temps transparent. Comment on fait pour que ça soit le plus transparent possible? C'est-à-dire que les collaborateurs puissent comprendre ce qui se passe, pourquoi j'ai ça. Explicabilité, c'est très très important. Des fois, moi, je milite pour les modèles moins efficaces mais plus transparents autour de l'IA. Donc, c'est pas grave tant qu'on a du gain, mais si on arrive à mieux l'expliquer, ça vaut plus le coup de temps en temps. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Et puis, donc, du coup, aussi, donc, dans les entreprises, de dire, OK, on va faire un projet d'hyper-personnalisation. Voilà ce qui va se passer, voilà les choses qui vont changer et mettre les autres collaborateurs on board en expliquant, en faisant des choses. Et ça, c'est très important parce que sinon, il peut avoir assez vite un rejet au sein des entreprises. Et vous faites du AB, c'est-à-dire vous dites je prends la moitié de l'audience, je fais mon algo, je prends...
Oui, Ça, nous, ça rassure. exactement. Vous faites à l'ancienne. Oui, mais alors après, il y a deux choses. En fait, il y a l'AB qui vous dit les chiffres et tous nos clients, ils nous jugent sur les chiffres et il faut qu'ils soient bons. Et s'ils sont pas bons, bah, tant pis, au revoir. C'est la première chose. Mais après, des fois, les chiffres peuvent être bons. Si les gens en interne ils ne comprennent pas, ils peuvent aussi dropper. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux pieds. C'est-à-dire, je dois gagner de l'argent. Bon, ça c'est un peu la promesse de base. Donc c'est ce qu'on vend. Donc il faut le prouver. Et après, si je comprends pas, je vais avoir des freins aussi dans l'entreprise. Donc les deux sont importants et on peut pas pallier l'un sans l'autre. Donc voilà. Donc là, on a beaucoup parlé hyper perso et marketing. On va essayer d'ouvrir sur d'autres sujets, donc ce que peut apporter l'hyper perso sur d'autres domaines. Ouais. Est-ce qu'au niveau des éditeurs, vous avez été sollicité, par exemple dans des domaines comme l'industrie pharmaceutique ou autre, sur des projets d'hyper-personnalisation, ou bien est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt ciblé sur des aspects e-commerce, retail, voilà. Je pense que, comme je l'ai dit avant, en fait, il y a plusieurs, il n'y a pas une IA, mais plusieurs IA. Donc, chaque problématique, chaque sujet a finalement, en tout cas pour le moment, peut-être un jour on arrivera à une IA globale, mais bon, on en est très très loin. Donc, du coup, chaque domaine a ses propres acteurs. En fait, nous, on fait partie de la retail tech. Tu as dit Martech, retail tech. Voilà. Après, je pense qu'il y a d'autres acteurs qui font de l'IA autour de ces sujets-là. Alors sûrement moins en hyper perso parce que la donnée elle est extrêmement sensible pour le coup. Même je crois que si Google a fait pas mal de choses en partageant des dossiers médicaux et tout, mais aux US, en tout cas en Europe, c'est sûrement pas possible. Donc c'est pour ça que non. Et je pense que c'est des acteurs spécifiques. C'est un domaine spécifique et il faut des acteurs spécifiques. Vous êtes sur à peu près la bonne ligne. Ouais. Moi, non, juste un mot sur la santé. J'ai eu l'occasion de former en data stratégie. J'ai eu l'occasion de former General Electric et Servier. Et en fait, ils en sont juste à mettre de l'ordre dans leurs données, à avoir des data catalogues et à former tout le monde pour que tout le monde comprenne les enjeux. Donc, il y a trop peu de gens qui comprennent en fait les organisations. Et c'est super important vraiment de former au maximum toutes les strates. Et la maturité évolue. Alors, ce qui est génial, c'est que la maturité évolue et puis les outils se simplifient aussi. Donc, on va y arriver. Mais c'était la préhistoire. Yann, tu veux rajouter Sur la santé, c'est pas mon domaine. Donc nombre de domaines dans lequel tu vois de l'hyper perso alors, on en parle beaucoup dans le domaine du retail, de l'e-commerce. Oui, dans la santé, l'enjeu, c'est l'hyper perso des traitements. C'est ça. C'est ça. C'est clair. Bien. La finance. La finance. Dans la finance, évidemment. Dans la banque finance, tu as le besoin de faire du ce qu'on appelle robot advisor. C'est des gestionnaires de fortune pour certaines tranches de fortune débutants. Il y a plein de banques qui se disent tout ce marché-là, j'ai pas l'occasion, je peux pas m'en occuper, je peux pas mettre un conseiller, ça coûterait trop cher. Donc, au lieu de leur faire du standard, je vais leur faire robot advisor, donc des recommandations de l'hyper-personnalisation selon votre sensibilité au placement, au risque de placement. Maintenant, c'est des IA qui font des recos et on les benchmark avec les humains et puis ça colle bien. Donc banque et santé, ouais, il y a beaucoup d'hyper perso. Banque santé, ouais, absolument. Exact. Alors, j'aurais une autre petite question. Vous allez comprendre pourquoi dans un moment. Il y a une dimension souvent géographique aussi quand on parle d'hyper-personnalisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez côté éditeur ou que vous avez pu rencontrer Tu veux répondre, Jean-Philippe ? Oui, alors je me rappelle plus de son nom, mais j'ai rencontré le directeur de la data de chez Experian. Experian, c'est une boîte anglaise d'études conso, d'analyse, etc. Et ils font un truc fabuleux, c'est que tu prends n'importe quel point sur la Terre et tu leur dis c'est qui les consommateurs là. Et ils te disent sur 63 profils différents de consommateurs, ils te disent voilà, là il y a sur ces 500 mètres carrés, donc ils ont découpé la Terre en carrés de 500 mètres carrés. Et sur chaque carré de 500 mètres carrés, ils savent te dire, là, voilà, il y a tant de CSP+, ils ont une voiture, ils ont ça, ils ont 2 enfants, machin. C'est sur la Terre entière. Donc, extraordinaire. N'importe quel point du globe. Fabuleux, ouais. Fabuleux. Adrien, de votre côté Pardon, oui, vas-y, je dirais un truc sur
Donc oui, après Experian, c'est pas de l'hyper perso parce qu'on n'est pas en one-to-one complet. Donc après c'est très bien hein, ce qu'ils font, on peut tirer énormément de choses. Je dis pas ça, mais donc voilà. Après, bien sûr, l'hyper perso c'est quoi? C'est savoir qui est le client, il est où, il fait quoi. Et plus on a de data autour de ça, donc plus on a de la data, je suis en face d'un des magasins de la marque, plus on va avoir de data autour de ça et plus on va pouvoir faire un meilleur travail, quoi. Donc oui, et c'est toujours la même question depuis très longtemps. Voilà, la pub à la télé, c'était, on faisait des émissions et en fonction des émissions, on savait plus ou moins les catégories socio-professionnelles. Bon, on fait ça de manière de plus en plus fine, 500 mètres pour le cas d'Experian et jusqu'à one-to-one. Voilà. Ou Beacon 5 mètres. Voilà. Puis il y a un autre truc, juste pour l'anecdote, un truc qui est fabuleux, je trouve, c'est les images satellites. Images satellites, tu vois à 5 cm près. Donc à partir de là, tu peux analyser énormément de choses qui se passent sur Terre à des coûts, à des coûts dingues. C'est complètement fabuleux. Enfin, il y a plein d'anecdotes sur le. Ah oui, ça change complètement. Merci beaucoup déjà pour ces échanges. Alors, vous allez comprendre dans un instant pourquoi je veux parler de ça, parce que notre prochain événement du Labia porte sur intelligence artificielle et intelligence géographique. Je trichais un peu sur la dernière question. Ça me permettait de pouvoir vous positionner aussi la roadmap sur les différents événements. Ce que je vous propose peut-être maintenant, Julien, c'est qu'on rentre sur la partie questions-réponses. Alors, qui veut commencer pour la première question? Alors, on n'a qu'un micro, on va jongler, mais on va y arriver, Allez, qui se lance? Allez, super. Oui, bonsoir. Parmi vous, est-ce qu'il y en aurait un qui pourrait citer, je dirais aujourd'hui, l'exemple parfait, enfin, le mieux réalisé, le plus abouti, dans le cadre d'une hyper-personnalisation. Voilà. Qui c'est qui veut répondre? Jean-Philippe, peut-être ou... Allez. Bon, alors j'ai pas le droit de citer Amazon, c'est ça? D'accord, je ne citerai pas Amazon qui prédit à l'avance où mettre quel colis, quand, comment. Non, Netflix. Netflix fait des trucs qu'on n'imagine pas et c'est toute la question. Non, mais alors je vais rajouter Seb, le groupe Seb. Le groupe Seb, il travaille énormément et c'est intéressant de comparer les deux. Netflix, on pense qu'ils analysent juste où on clique et qu'ils nous disent voilà quel film il faut. Seb, ils ont monté Open Food Facts, enfin ils vont monter plein de projets sur la data culinaire pour savoir exactement les goûts des consommateurs. Je vous vends des produits électroménagers, quels sont les goûts des consommateurs? Et la grosse question, merci de cette question, parce que le gros point en data stratégie, c'est d'abord de se dire jusqu'où je veux connaître mon consommateur. Pour hyper personnaliser, est-ce que je veux hyper le connaître? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que j'ai juste envie de savoir que vous aimez manger des frites et donc que je peux vous vendre une friteuse ou une poêle? Ou est-ce que je veux savoir ce que vous ferez cuire dans cette poêle? Est-ce que je veux savoir ce que vous ferez cuire dans cette poêle ou est-ce que je veux juste savoir à quelle fréquence vous allez faire cuire? Ou est-ce que je veux savoir comment vous allez assaisonner, quel niveau d'huile vous aimez? Est-ce que vous mettez du sel dans vos plats, etc., etc. Et quand on regarde ce qu'a fait Netflix et qu'on réfléchit à ce que pourraient faire les autres comme les très ambitieux projets du groupe Seb, eh bien on se rend compte qu'en fait Netflix, pour savoir ce que vous aimez, il vous montre House of Cards, dans lequel il y a une scène avec un chien étranglé à l'épisode 1, saison 1, dans la première minute. Il montre ça à 40 millions de personnes en 2013, parce que tout le monde a jeté un coup d'œil. Et tous ceux qui zappent, hop, vous n'aimez pas un certain niveau de violence, je personnalise. Ça, c'est la base. C'est le clickstream, en fonction d'où je clique, je personnalise. Mais ils vont regarder, par exemple, si vous regardez Indiana Jones, c'est quelles sont les couleurs dans Indiana Jones? C'est quoi? Les couleurs dominantes, c'est du marron, et de l'ocre et du vert, parce qu'on est dans la forêt. Dans House of Cards ou dans tel ou tel film, dans Hamlet, eh bien, c'est du noir. Parce qu'il y a des crimes, etc. Dans Titanic, c'est du bleu. Et donc, ils vont jusqu'à faire la colorométrie. Tu parlais d'analyse d'image, analyse d'image géographique, satellite, ou analyse d'image de film. Ils font la colorométrie de tous les films pour savoir, pour mon inconscient à moi, au-delà de tout ce qui est autrement évident pour faire des recos, ils vont jusqu'à dire, mon inconscient à moi, quel type de couleur aime-t-il? Quel est le rythme, un peu comme un rythme musical? Si tu regardes Bridget Jones' Diary, les aventures de Bridget Jones, quel est le rythme de l'histoire que l'on aime? Et ça, c'est un truc un peu... les scénaristes comprennent, mais
Quel est le rythme de l'histoire? Est-ce que j'aime, dans Bridget Jones, un film romantique, est-ce que dans un film romantique, j'aime bisous, 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 bisous pendant 1h20? Ou est-ce que j'aime bisous, blagues, suspense, action, accident? Voilà, quelle est la séquence que j'aime? Et ensuite, ils vont jusqu'à, pas seulement hyper personnaliser les recommandations qu'ils font, mais ils vont jusqu'à... Netflix reçoit plus de 1000, et c'est un petit chiffre qui date d'il y a longtemps, plus de 1000 propositions de production de films, de scripts, d'auteurs, etc. par jour. Donc à 9h du matin, dans ta boîte mail, Ted Sarandos, le responsable des contenus, reçoit 1000 scripts. Et à 9h30, il sait lequel d'entre eux il faut appeler, combien son film va coûter, etc. Parce qu'une IA d'analyse sémantique et autres vient comparer avec tous les films sortis, avec et te dit, parmi les 1000 scripts, voilà les deux, voilà une recommandation pour l'acheteur qui est Netflix, auprès d'auteurs et de producteurs. Et ils vont sauter sur toi, tu as envoyé ton email une demi-heure avant, ils vont sauter sur toi pour absolument être les premiers à négocier ton script. Et ils vont avoir raison, c'est probablement une perle rare. Alors que Gaumont va recevoir 100 scripts et au bout de 2 mois, les aura lus ou pas. Voilà. Donc l'hyper-personnalisation pour les personnes qui regardent Netflix passe par des algos d'IA qui vont analyser en amont qu'est-ce qu'il faut produire pour plaire aux gens de Netflix. Et ensuite, ils te disent combien coûte ton film, comment ça se... Il y a des décors, il y a tel et tel mot, il y a des explosions, il y a du décor historique, ça va coûter tant. Mais ils te disent à qui ça va, à quelle audience ça va plaire. Et Netflix est capable de dire ça, je pourrais le produire, mais ça coûte trop cher et mon audience, elle est déjà captive. Alors que ça, c'est une niche ou c'est un truc qui est, si je le produis, je vais avoir des nouveaux abonnés et c'est fabuleux. Donc, voilà. Donc, la leçon, pour résumer, c'est jusqu'où voulez-vous comprendre votre consommateur? Si vous voulez personnaliser, c'est bien. Si vous voulez hyper personnaliser, il faut hyper bien le connaître. Comment on fait? Tu as raison, parce que quand on discute de ça avec pas mal d'acteurs, on voit bien qu'il y a des sites aujourd'hui qui avaient une approche complètement différente il y a de ça quelques temps. Si on prend par exemple le site de la Fnac, il y a quelques années, alors que ce n'était pas une marketplace, on avait un niveau de recommandation qui était, je dirais, relativement pertinent par rapport aux consommateurs. Et depuis quelques temps, je vous pose la question, mais vous voyez qu'effectivement, c'est moins ça. Et c'est moins ça parce qu'on a introduit un biais qui est la fameuse marketplace et où effectivement la Fnac aujourd'hui se dit « Waouh, maintenant, j'arrive plus à maîtriser mes produits en amont ». Pour être capable de pouvoir pousser derrière une recommandation où je sais que je vais faire mouche. Donc là, c'est beaucoup plus complexe. Et du coup, on revient sur quelque chose où, effectivement, on sent bien que vis-à-vis des consommateurs aujourd'hui, la Fnac, en tant que marketplace, c'est beaucoup moins intéressant. Ils nous connaissent beaucoup moins bien, donc ils sont moins capables de nous proposer des choses qui peuvent nous séduire. Et ça, c'est parfois complexe. Si vous voulez ajouter quelque chose, c'est Adrien, par rapport à ça, toi qui connais bien le domaine. Oui, après, je pense sur la Fnac, c'est un marketplace, mais c'est surtout la qualité de la data derrière, quoi. En fait, une marketplace, c'est si on ne contrôle pas la data en entrée, il y a plein de marketplaces qui ne contrôlent pas bien leur data en entrée, et du coup, ça rend les choses difficiles. C'est pas notre client la Fnac, donc ça va, je m'en sors bien. Exactement. Après, il y a des marques historiques comme où je trouve ils font du plutôt bon travail. Alors, Yves Rocher, je ne sais pas si vous connaissez, tout le monde connaît Yves Rocher, j'imagine. Mais ils ont commencé finalement la perso il y a très longtemps en envoyant les flyers. Et c'est une marque qui va assez loin. Alors on peut pas dire c'est pas Netflix, voilà, mais c'est pour donner des exemples français où il y a quand même des choses qui se passent. Forcément aussi Netflix, il faut regarder combien ils investissent en techno et en IA. C'est assez incroyable. Je pense qu'on peut mettre toutes les boîtes IA françaises tout ensemble dans une seule salle et je suis pas sûr qu'on aura 1000 data scientists. Donc voilà, il faut regrouper Criteo, nous et tous les gens de la place de Paris pour arriver à ça, quoi. Et encore. 1000 data scientists, on met 2 ans à les former en France. Ouais. Alors peut-être une deuxième question, Marc. Hop. Je fais transiter. Vas-y. Bonsoir. Moi, j'aurais une question plus qui est relative un peu à la taille critique du catalogue pour que l'hyperpersonnalisation fonctionne bien. Et notamment, parce que vous êtes décrit un peu comme des gens de la retail tech, quel serait en fait le catalogue cible en fait, pour que ça fonctionne bien? Je souhaiterais juste vous partager le chiffre d'une étude, parce que vous parliez beaucoup de musique en ligne.
Et il y a une étude qui est parue fin 2018 et qui disait que 99% de l'écoute en ligne de la plateforme Spotify se concentrait sur à peine 20% du catalogue. Donc du coup, est-ce que finalement il faut avoir un énorme catalogue pour faire de l'hyperpersonnalisation ? Merci. Ça porte aussi sur la richesse du catalogue, sa diversité, je suppose tout ça, Marc. Non, je ne pense pas qu'il y a besoin de quelque chose de très riche. On a parlé tout à l'heure que ça pouvait s'appliquer à la banque à assurance. Et finalement, il y a très peu de produits, une vingtaine, trentaine, et il faut... Quand je viens sur un site, combien d'offres je vois en réalité. Donc, si je vais sur un site d'assurance, je vais peut-être voir 2-3 messages. Donc, même si j'en ai 20, il va bien falloir choisir les 3 parmi les 20. Donc, à partir de là, on peut déjà personnaliser et je pense que ça a déjà du sens. Donc, ça, c'est la première réponse. Après, la deuxième, l'étude, c'était super intéressant. On recommande que 20% des musiques et ça, c'est un vrai problème, et c'est un vrai problème qu'on traite après, qui n'est pas tout le temps facile, mais en tout cas, il faut faire gaffe à pas faire ce genre de choses. Et la qualité de la data sur Fnac doit... Voilà, ils ont beaucoup d'offres et c'est dur. Personne ne travaille chez Fnac, j'espère. On va se faire huer à la fin s'il y a des gens qui bossent chez Fnac ici, quoi. Alors, qui veut poser une autre question ? Qui est de la Fnac, oui. Allez, super. Bonsoir, moi je me posais la question par rapport à ce que vous disiez sur la RGPD, la portabilité des données. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, est-ce qu'il existe aujourd'hui des acteurs qui facilitent ce regroupement de données, qui pourraient du coup les redistribuer derrière à tous les acteurs qui en auraient besoin ? Et est-ce qu'il est judicieux dans un cas comme celui-là, par exemple, de rémunérer d'une façon ou d'une autre l'utilisateur qui est propriétaire à la base des données, parce que c'est un thème qui est assez récurrent aujourd'hui, et comment c'est possible de mettre ça en place ? C'est une question extrêmement pertinente actuellement. Merci pour la question, mais effectivement, le mec qui fait ça de manière phénoménale, c'est la société qui fait ça de manière phénoménale, qui essaye d'être la cheville technique de mise en place du 20.6 du RGPD, de la portabilité des données interconcurrents ou inter-sociétés complémentaires, qui permet d'améliorer l'expérience client étendue du client. C'est la société OneCub, 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 c'est une boîte française, ils sont à Calais. Le mec qui a fondé ça, il est d'une patience phénoménale parce que ça doit faire 7 ans qu'il ne gagne pas d'argent. Et parce il s'appelle Olivier Dion, D-I-O-N, faites-lui coucou de ma part sur LinkedIn. Et Olivier a essayé d'abord de monétiser, de dire je vais aider les consommateurs à récupérer leurs données, en échange de quoi je vais faire un coffre-fort de ces données, ce que Digipost fait avec d'autres choses, mais je vais faire un coffre-fort, je vais dire à Facebook, donnez-moi toutes les... à la demande de Jean-Philippe Cunier, je voudrais toutes les données de Jean-Philippe, je les mets dans le coffre-fort OneCub, et ensuite, quand vous voulez afficher une pub devant ce visiteur, eh bien, je vais vous dire exactement ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, et on va partager l'argent entre Facebook, OneCub et Jean-Philippe. Rémunérer le consommateur. Et il y a d'autres boîtes, My Taylor is Rich, etc. Il y a pas mal d'autres boîtes qui ont essayé de faire ce modèle-là. Et ce modèle ne tient pas vraiment la route. Enfin, et donc, Olivier a pivoté il n'y a pas longtemps. Et maintenant, ils sont vraiment placés sur ce que vous demandez, qui est de fournir aux entreprises le code nécessaire pour être la courroie de transmission des données et de sécurisation des données. Donc, par exemple, je vais chez Air France, je prends un avion Paris-New York, je suis en plein air, j'ai plus de Wi-Fi, et quand j'atterris, j'aurai un Uber, et le Uber sera là. Et c'est Air France qui a communiqué, si mon avion a 1 heure de retard, c'est Air France qui va dire à Uber que mon avion arrive. Donc, les sociétés, Uber, Air France, qui veulent communiquer, le connecteur entre les deux, OneCub, qui met ça en place superbement. Et je vois pas mal, j'en profite pour dire, je n'ai pas d'action OneCub, mais il y a pas mal de boîtes qui se cassent la gueule en France, dans les Martech, qui essayent et qui se cassent la figure. Aizimov, qui faisait des solutions personnalisées, qui se casse la figure. Enfin, il y en a pas mal qui essayent et qui n'y arrivent pas. J'en oublie d'autres récemment. Vraiment, et en plus, on voit que les clients préfèrent avoir un support, la qualité du support et de la réassurance, puisqu'ils sont stressés et qu'il faut les déstresser. Et ils sont en panique parce qu'il y a du jargon pas possible. Et il faut les déstresser. Donc, il faut soutenir les boîtes françaises aussi pour ça. Et en l'occurrence, le RGPD français. Et en tout cas, voilà. Donc, faites des connecteurs. Réfléchissez en fait en disant, moi, je veux que mon client soit content. Pour que mon client soit content, qu'est-ce qu'il fait après être parti de chez moi ? Alors, on pourrait dire, je m'en fous de ce qu'il fait après.
Seulement, quand vous prenez un avion Air France, que vous arrivez à l'aéroport et qu'il n'y a pas de taxi, et que vous attendez une demi-heure le taxi, vous rentrez, votre femme vous demande comment s'est passé ou votre mari vous demande comment s'est passé le mariage. Le voyage. Le mariage, c'était il y a longtemps. Mais le voyage, et vous lui dites, mon voyage était pourri. Et alors que l'avion, c'était parfait. Mais à l'arrivée, vous avez eu du mal. Et donc, le boulot d'Air France, c'est que vous arriviez en disant, mon voyage était top. Et pour ça, Air France communique avec Uber et c'est très bien. Donc, il faut penser à l'expérience client, ce que j'appelle l'expérience client étendue. C'est qu'est-ce qui se passe avant-après. C'est pas du bénéfice direct pour la boîte, mais c'est du bénéfice pour le consommateur. Et le consommateur voudra travailler avec la boîte qui fait ça. Et pour le mettre en place de manière... En plus, quand on teste des outils, il faut les installer à bas coût. Il faut qu'un test coûte pas trop cher. Mais il faut que la désinstallation coûte pas trop cher. Et justement, ces briques technologiques toutes prêtes font que... on met, on enlève, et voilà. Je dis Yaka. C'est pas Yaka, c'est l'IA, c'est pas Yaka. Une autre question, peut-être dans la salle. Qui c'est qui... Ah, super. Hop. Merci Grégory. Ça sera la dernière. Parfait. Bonjour, je suis un peu néophyte sur le sujet, donc je vous ai beaucoup écouté. J'ai conclu, et peut-être abusivement, que l'hyper-personnalisation menait à la fin du libre arbitre et du consommateur. Et je voulais avoir votre opinion là-dessus. Alors, qui veut répondre là-dessus ? Yann, Jean-Philippe Non, faut relire Permission Marketing. Non, au contraire, c'est l'hyper-personnalisation, elle doit être perçue dans un cadre de, d'accord donné par le client. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de libre arbitre, ça veut dire que vous lui apportez un service. C'est même plus qu'un service, c'est ton histoire c'est une expérience client en fait qui cherche. Hein. C'est le fameux concept de Joe Pine. On était dans de la commodité, on est passé au produit, au service, et maintenant on veut une expérience. C'est l'ensemble de l'expérience qui nous intéresse. Si vous avez trouvé votre produit sur Internet et qu'il n'est pas livré au bon moment ou au bon endroit, vous avez un mauvais souvenir. Donc il faut maîtriser l'ensemble de cette chaîne. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'utilisateur n'a pas le libre arbitre. Au contraire, je pense qu'on va lui redonner le libre arbitre. C'est peut-être un moment intéressant dans le marketing là en ce moment, parce que on l'a un peu oublié. Alors il y a un autre article qu'il faut lire, c'est celui de Mark Schaeffer. Il s'appelle Why Marketing is Lost. Alors non seulement les marketeurs ont la trouille, mais en plus ils sont perdus. Et alors il explique justement qu'on a essayé, et c'est lié, on a essayé de mettre de la technologie un peu partout. Et finalement, parfois, on a oublié les fondamentaux, le bon sens dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la technologie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas facile à mettre en œuvre. C'est facile à mettre en œuvre, au contraire, si vous suivez nos conseils. Hein, il faut avoir du bon sens, et au contraire, redécouvrir le libre arbitre du consommateur. Finalement, votre question est intéressante, parce qu'on peut la renvoyer à l'envers. Il faut redécouvrir ça pour pouvoir bien faire de son marketing et utiliser la reco pour apporter la bonne information au bon moment à quelqu'un qui l'a voulu. C'est ça la différence versus ce que décrit Mark Schaeffer dans son article, utiliser des techniques de bourrin avec des marketing automation qui envoient les mêmes messages à tout le monde de façon répétitive et inintéressante. Et sans personnalisation. Donc, la personnalisation, il faut s'en saisir justement pour apporter un service et vérifier la valeur perçue par le client. Si cette expérience client elle n'est pas bonne, je me suis surpris finalement. De temps en temps, on voit un questionnaire, mais il y a souvent des fournisseurs qui vous demandent si vous êtes satisfait. Pas tellement. C'est toujours un peu les mêmes en fait. On revient toujours sur les premiers de la classe. Il y a Microsoft, il y a Apple, toujours les mêmes. Vous êtes satisfait de l'expérience, là, etc. Si tu cliques pas, c'est que tu n'es pas satisfait. Si tu es sur Netflix et que on te recommande un truc, le taux de succès des recos, c'est ça. C'est on te fait une recommandation de plein de films, tu cliques pas sur un, tu t'en vas, tu continues à chercher ce qui n'est pas satisfait. Tu cliques sur un, on te l'a recommandé, tu as confiance en quoi ça va être intéressant, tu penses que ça va être intéressant, mais tu t'en vas du film au bout de 2 minutes, c'est que c'était une mauvaise reco. Oui, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Je rebondis encore sur votre truc. Je ressors mon exemple sur la personnalisation de la musique. Qui m'a demandé d'aller raffiner
l'apprentissage de la machine par rapport à mes goûts à moi. Et moi, je suis tout à fait positif, tant qu'on me garantit que, bon, de toute façon, à la limite, même s'ils donnent ça à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'ils en feraient, mais je serais prêt à passer beaucoup de temps pour avoir une meilleure expérience et investir, au contraire, sur la base de mon libre arbitre, pour pouvoir améliorer cette personnalisation et cette fameuse donnée dont on a parlé tout à l'heure et que les entreprises ont du mal à mettre à jour. Mais si c'est moi qui la mets à jour, je simplifie la tâche de tout le monde. Et c'est remarquable, finalement, le fameux GNOD, là, GNOD, allez voir comment il est fait. Et si vous mettiez le GNOD à l'intérieur de l'expérience de streaming, mais ça changerait la vie. Et peut-être que leur fond de catalogue, au lieu simplement de manger du disque dur, il servirait aussi à quelque chose. Après, la question, elle est quand même super intéressante parce qu'on voit Facebook et les dérives qu'il y a eu et les gens restent, donc ils cliquent, ils restent, ils regardent beaucoup Facebook. Après, on voit bien qu'on a limité dans la vue que j'ai parce qu'en fait, il n'y a que mes opinions que je vois. Donc je pense que oui, il faut faire attention. Donc c'est pas quelque chose qui est naturel et la techno peut engendrer des problèmes comme ça. Donc il faut faire attention. Et après, je pense que la transparence, donc on l'a dit, la transparence finalement pour les gens qui l'utilisent, comprendre ce qui se passe, mais aussi pour le consommateur final. C'est ce que tu as dit avec comment je peux réaffiner mes choix, comprendre aussi pourquoi on me le propose et que j'ai le choix de dire bah non en fait propose-moi quelque chose d'autre et ainsi de suite. Et c'est, je crois que après tous les problèmes de Facebook, Zuckerberg a dit qu'il allait faire beaucoup de choses là-dessus. Bon, je ne sais pas où ils en sont exactement, je ne suis pas sur Facebook tous les jours, mais en tout cas, c'est une question qui est extrêmement importante et à laquelle il faut faire attention. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Ce que je vous propose, c'est un petit after en termes de cocktail aussi. Mais vous pouvez retrouver naturellement la vidéo dans quelques jours. Grégory, je me tourne vers toi. Voilà. Ainsi que notre actualité, je dirais, sur le site d'Axis Consultant. Et puis, vous pouvez trouver sur le JDN une tribune que... on a écrite sur la partie, je dirais, IA et hyper-personnalisation. Alors, elle a un titre un peu provocateur, qui est IA et hyper-personnalisation. Il faut sauver le soldat CMO. Donc, vous verrez pourquoi. On vous laisse la découvrir. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, je dirais, à aller consulter ces médias-là. Et puis, pour pouvoir interagir de nouveau avec nos intervenants, on a un petit cocktail qui nous attend. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça vous a plu et qu'on aura l'occasion de vous revoir sur un événement, je dirais, du Labia. Merci.